l'heure d'information sur RTI 1. Mesdames, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. De nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils représentent les républiques de Mauritanie, d'Italie, d'Espagne, d'Indonésie et de Sierra Leone. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ce jour les lettres de créance de ces nouveaux diplomates. Signature ce jour à la primature d'une convention de 32,8 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet d'aménagement de 5 quartiers restructurés d'Abidjan, un programme dans le cadre de la mise en œuvre du 3e C2D. Et puis à l'international en sport, Lionel Messi entre dans l'histoire du football. Il remporte le Ballon d'Or France Football 2021, le 7e sacre de ce footballeur argentin, qui est d'ailleurs le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État recevait ce jour 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, représentant la Mauritanie, l'Italie, l'Espagne, la Sierra Leone et l'Indonésie. Ils ont l'un à la suite de l'autre présenté les lettres de créance remises par leurs États. Ces diplomates, en leur qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, se sont engagés à œuvrer à la diversification et au renforcement des liens de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le point avec Awa Touré. Fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi Katra, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Il place sa mission sous les signes du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Histoire d'amitié et de fraternité qu'on peut qualifier de historique. Ces relations sont actuellement excellentes grâce aux orientations des deux chefs d'État, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le nouveau chef de la diplomatie italienne en Côte d'Ivoire, Arturo Luzi, a officiellement pris fonction. Pour lui, l'Italie a un rôle important à jouer en Côte d'Ivoire avant de relever l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Nous avons une collaboration, par exemple, excellente dans le secteur migratoire. On vient de signer des accords entre les deux ministres de l'Intérieur. On a une bonne relation à niveau économique. Il y a 80 entreprises italiennes qui sont là, mais il faut améliorer. Intensifier la présence des entreprises espagnoles dans le pays, c'est l'ambition du nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont très intenses. Je dirais que ces relations s'articulent autour de 3 axes, de 3 volets. Le dialogue politique, les relations économiques et commerciales, et la coopération culturelle et sur les terrains de l'éducation. La Côte d'Ivoire est un partenaire clé dans la région et nous avons des consultations politiques régulières. Le nouveau patron de la diplomatie sierra-léonaise en Côte d'Ivoire, Edi Sidiki Massali, s'est félicité de l'excellence des liens de coopération entre les deux pays. Coopération qu'il entend diversifier et renforcer. La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont 2 pays frères. Nous sommes déjà en discussion sur beaucoup de domaines de développement. Nous souhaitons mettre en place un pipeline entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Nous discutons aussi sur la question relative à l'éducation dans le domaine de l'électrification. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations anciennes et solides. Le renforcement et la diversification de la coopération dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures constituent les principales articulations de la mission du nouvel ambassadeur d'Indonésie en Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire et moi, il faut dire que notre relation, l'histoire de notre relation date depuis 1955, où il y a eu la conférence entre l'Asie et l'Afrique. Depuis lors, nous partageons
une relation fructueuse et nous comptons renforcer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie dans plusieurs autres domaines. Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité la bienvenue à ces 5 diplomates avant de les exhorter à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Messieurs les ambassadeurs, au moment où vous vous apprêtez à prendre fonction, je voudrais vous donner un aperçu de la situation politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire, de même que les défis à relever. Au plan politique, je voudrais souligner le climat de paix qui prévaut et que nous continuerons de tout faire pour consolider, pour le bien-être de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Au plan économique, la croissance s'est maintenue à 2% en 2020. Malgré la grave récession au niveau mondial, du fait de la COVID-19, elle sera de l'ordre de 6,5% en 2021 grâce à la poursuite et au renforcement des réformes structurelles et institutionnelles. Au plan social, le PSGouv 1 a permis la réalisation de nombreux projets visant à améliorer les conditions de vie des populations. Ce programme sera renforcé dès janvier 2022. Je voudrais donc pouvoir compter sur chacun de vous pour continuer d'encourager les investisseurs de vos pays respectifs, dont nous connaissons l'expertise et la disponibilité, à une plus grande implication dans le financement des projets contenus dans le Plan national de développement 2021-2025. Les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire à l'issue de la cérémonie de présentation des lettres de créance ont eu droit aux honneurs militaires, honneurs rendus par un détachement de la garde républicaine. Et la coopération est au cœur de l'activité de ce lundi au sommet de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du 3e contrat de désendettement et de développement. Il fut signé ce jour à la primature une convention de 32,8 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan, un projet qui devrait toucher au moins 300 000 personnes dans la capitale. Des précisions avec Alexis Ouetraogo. Le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan a pour but de renforcer l'accès des populations aux services urbains essentiels. Entendez électricité, eau potable, gestion des eaux usées et inondations, ou encore équipements sociaux collectifs de proximité. Ce lundi à la primature, la convention de financement du dit projet a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la République française dans le cadre du C2D3. Les autorités ivoiriennes et françaises ont choisi de faire du développement urbain et de la ville durable un secteur de concentration de ce 3e C2D avec une enveloppe de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 65 milliards de francs CFA, en ligne avec les priorités du programme Côte d'Ivoire solidaire du président Ouattara, décliné dans le plan national de développement du gouvernement pour 2021-2025. Les quartiers PK18 à Gbeto dans la commune d'Abobo, Grand Campement, Akromia-Bla, Divo 1 et 2 à Koumassi et GESCO restructurés sont retenus pour la phase pilote de l'opération. La France a autorisé l'octroi d'un concours de 32,8 milliards de francs CFA, objet de cette signature pour l'exécution du PACRA. Le PACRA permettra d'améliorer les conditions de vie de près de 300 000 habitants des quartiers restructurés d'Abidjan. Il contribuera à amorcer une réflexion sur l'intégration des quartiers précaires au reste de la ville d'Abidjan et à nourrir la future politique nationale de l'État ivoirien sur les quartiers précaires. À ce jour, près d'1 million de personnes sont installées dans les quelques 132 quartiers précaires répertoriés à Abidjan. L'Africa Invest Forum ne se tiendra finalement pas cette semaine, prévu du 1er au 3 décembre prochain dans la capitale économique ivoirienne. Cette grande réunion des investisseurs africains est ajournée pour cause de Covid-19. Des explications dans cet élément de Jean-Luc Bangbo.
L'Africa Investment Forum en terre ivoirienne, ce ne sera pas du 1er au 3 décembre à Abidjan comme initialement prévu. Les organisateurs, notamment le groupe de la Banque africaine de développement, ont été rattrapés par les réalités du moment. La Covid-19, une pandémie qui les amène à prendre la décision du report à 48 heures de l'événement. C'est le virus de Covid-19 avec les variants plus virulents, plus faciles à transmettre. C'est à cause de ça qu'avec beaucoup de regrets, que j'ai eu une discussion ce matin avec le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour qu'on reporte le forum d'investissement d'Afrique qui était prévu ici le 1 à 3 décembre. Les 2 premières éditions s'étaient déroulées à Johannesburg et la Côte d'Ivoire se réjouissait d'être le premier pays à l'accueillir en dehors des terres sud-africaines. C'est un événement phare de la banque qui a montré au cours de ces 2 éditions précédentes sa forte capacité à mobiliser des investissements importants pour financer les projets structurants du continent. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup d'honneur parce que c'était la première fois que l'événement sortait d'Afrique du Sud, mais surtout c'était la première fois que l'événement arrivait en zone francophone. Cette rencontre annuelle offre l'occasion pour les investisseurs de présenter des possibilités d'investissement afin de stimuler la reprise post-Covid-19 en Afrique. Des projets d'accords de prêt pour l'investissement devaient être présentés aux participants de cette 3e édition, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agrotransformation, l'énergie, le climat, la santé. Ce sera pour une autre fois. La nouvelle date pour la tenue de cet événement à Abidjan n'a pas été communiquée. La coopération sino-africaine, elle tient bien ses rendez-vous. Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert hier à Dakar et la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine ce matin, centrée sur le commerce et la sécurité. Les rencontres devront durer 2 jours, au cours desquels sera dévoilée la vision de la coopération sino-africaine jusqu'en 2035. Ici, en Côte d'Ivoire, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat est à J+1, le délai étant prorogé de 7 jours. Suivons de près le déroulé. C'est l'indéniable, précisément la ville de Niablé qui est visitée ce soir. Et comme partout sur le territoire ivoirien, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat suit son cours. Les agents recenseurs sont appuyés dans leurs tâches par les autorités administratives et coutumières. Alors comment se passe la collecte de données sur le terrain? Réponse dans cet élément de Mahama Traoré. Nous sommes samedi et les agents recenseurs déployés au quartier Kadio-Ondon de Niablé mettent les bouchées doubles. Pas le choix, car il faut collecter les informations auprès des ménages non encore recensés. Après 2 tentatives manquées pour des raisons d'absence, Dame Solange Kofi échange enfin avec un agent de collecte. Je peux avoir aussi le nom des autres membres du ménage encore. Ce sont mes jeunes filles pour la plupart. Ça fait 3 fois que je viens dans ce ménage. On est dans une zone où les gens vont beaucoup au champ. Et puis on est dans la saison des traites. Donc quand ils vont attendre jusqu'à le cacao va sécher, tout ça ramasser, ça prend du temps. Et pour mettre les statistiques à jour, c'est normal aussi. Ça peut nous aider pour le jour où on aura besoin de quelque chose du côté du gouvernement, par exemple. On peut dire que nous sommes une population assez considérable aussi. Kaboré fait partie de ceux qui n'ont pas encore rencontré les agents de collecte. Intéressé par l'opération, il s'impatiente. Il faut que moi je fasse tout pour me faire enrôler. Maintenant, de mon retour du champ, je vais demander où est-ce que je peux aller pour me faire enrôler. Sinon, les données seront fausses. Ici à Niablé, la décision prise par le gouvernement de proroger l'opération jusqu'au 7 décembre prochain est vue d'un bon œil.
Et pour espérer atteindre les objectifs dans les délais, les superviseurs de zone n'hésitent pas à appeler en renfort les agents de collecte ayant déjà accompli leur mission. Vu l'état des routes, les routes sont vétustes, donc il était question de trouver des engins de déplacement aux personnes qui étaient appelées à servir dans les campements. L'approbation est vraiment salutaire du fait que ça va permettre aux agents de censeurs de toucher les campements les plus reculés. Dans le village d'Afalikro, à une dizaine de kilomètres de Niablé, 10 agents de collecte ont été déployés. Ici, ils sont obligés d'opérer sans leur chasuble depuis qu'il s'est produit un incident le 15 novembre dernier. Il y a une agence de transfert d'argent qui a été braquée et les personnes qui ont commis l'acte, ils sont venus en chasuble. Et donc la population a indexé nos agents. Et pour cela, il y a eu quand même un peu de réticence dans les premiers temps. Depuis lors, l'opération se déroule sereinement grâce à l'implication de la chefferie. On a fait venir tous les chefs de communauté et tous les présidents des jeunes pour leur exposer le problème. Et ensemble, on a trouvé une solution. Et petit à petit, ça marche. À Afalikro, comme dans les autres villages et campements de la ville de Niablé, c'est la course contre la montre pour les agents chargés de l'enrôlement. Avant la date butoir du 7 décembre prochain, il leur faudra surmonter toutes les difficultés pour faire du RGPH 2021 un succès à Niablé. Voilà, et nous reviendrons demain sur le déroulé de cette opération nationale. Dans l'enseignement technique, le ministère veut donner une nouvelle orientation aux filières du bâtiment et des travaux publics. Le ministre Kofi N'Guessan est pour cela en visite en Europe pour renforcer la formation. On le voit dans cet élément de Serge Colléa. Cette tournée marathon s'est poursuivie au Luxembourg. Ici, le volet construction a constitué l'essentiel des échanges. Les responsables de l'ISFB, l'Institut de formation sectorielle du bâtiment, adhèrent au projet d'accompagnement de la Côte d'Ivoire dans la réalisation du futur centre de formation à l'apprentissage CFA. Un projet qui va valoriser les spécialités du bâtiment. Il s'agira de développer les modèles pédagogiques les plus adaptés et surtout orienter la formation sur la pratique. Le centre de formation de l'IFSB peut valoriser toute son expérience de quasiment 20 ans. On peut faire la formation des formateurs qui permettra directement d'avoir des personnes formées en Côte d'Ivoire. Mais on peut également échanger sur les bonnes pratiques et sur les premières actions à mettre en place et les premiers exercices avec les échanges d'exercices que nous faisons ici. Cette mission en France et au Luxembourg ouvre des perspectives pour des milliers de jeunes en quête de formation, d'emploi et d'expérience en entrepreneuriat. L'objectif est de construire pour la Côte d'Ivoire, selon la vision du président de la République, un centre de formation des apprentis. Et ce centre va avoir plusieurs fonctionnalités, notamment en ce qui concerne le bâtiment. Et donc, nous sommes venus ici au Luxembourg pour comprendre quels sont les projets communs que nous pourrons développer ensemble pour former très rapidement pour la Côte d'Ivoire des jeunes maçons, des jeunes menuisiers, des jeunes ferrailleurs, des jeunes qui vont être aussi des conducteurs d'engins sur les chantiers. Et donc, nous avons vu ici le potentiel énorme, l'expérience très enrichissante de l'IFSB. Et voilà comment très rapidement l'Institut peut nous aider dans la construction de notre centre de formation des apprentis. Dans le même élan, un partenariat est envisagé avec Égletons France et ses 3 établissements, à savoir l'école de formation initiale par alternance au métier des travaux publics, le centre de formation continue des travaux publics et l'école d'application. En plus de ces initiatives en Côte d'Ivoire, un programme contribue à l'insertion professionnelle des jeunes. Il s'agit du projet TIMO, travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Expérimenté sur un groupe de jeunes, le gouvernement souhaite désormais l'étendre aux zones rurales du pays. Les explications dans cet élément de Eugène Toubé. Le ministre Touré Mamadou, en charge de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, Miss Belmondo Dogo de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Alain Richard Donvailly, ministre des Eaux et Forêts, sont les porteurs de la bonne nouvelle que reçoivent en premier les jeunes de Galébré. Le gouvernement relance le programme national TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre au bénéfice de 5 477 jeunes. Une nouvelle offre d'emploi et opportunités offertes aux jeunes inéligibles aux emplois salariés.
À partir donc de lundi, donc je demande à tous les jeunes d'aller s'inscrire dans les sous-préfectures, d'aller s'inscrire auprès des plateformes donc de services, d'aller s'inscrire dans les guichets donc de l'agence emploi jeune, d'aller s'inscrire au sein des antennes régionales de l'agence emploi jeune ou d'aller s'inscrire dans les mairies. Ce sont 3,150 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition des jeunes. Résultat du 3e C2D signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce projet TIMO, nouvelle version, vise spécialement les jeunes des zones rurales, comme Galibré, village de la sous-préfecture de Guébérois dans le département de Gagnoa. Les travaux à réaliser varient d'une région à une autre et portent sur l'entretien des pistes rurales, le balayage des rues, le curage des caniveaux, le revêtement des façades des édifices publics, l'aménagement et l'entretien des espaces verts dans les marchés et gares routières, le nettoyage et l'entretien des plages. Les ministres Miss Belmond Dogo et Alain Richard Donvaï exhortent les jeunes de Côte d'Ivoire à saisir cette nouvelle opportunité qui leur est offerte. Le programme TIMO va permettre donc de donner un salaire aux jeunes pendant 6 mois. Mais vous les jeunes, prenez-vous aussi au sérieux? J'insiste sur la nécessité pour nos jeunes de s'engager dans la politique, mais une politique qui leur offre des perspectives pour leur propre autonomisation et pour le développement du pays. La frange de 21 à 40 ans de cette jeunesse de Galibré a reçu sans permis de conduire. La nouvelle version TIMO les concerne également. L'activité de ce TIMO, nouvelle version qui devrait démarrer le 20 décembre prochain, va durer 6 mois pour un salaire mensuel de 55 000 francs CFA. Une jeunesse qui apportera beaucoup au développement de la Côte d'Ivoire. À Abidjan, ce 29 novembre, étaient réunis des experts de la CEDEAO et d'autres pays dans le cadre d'un colloque sur l'aide publique aux médias. Quelle stratégie d'appui durable au développement des médias dans l'espace de la CEDEAO? C'est le thème de cette rencontre, suivant le compte-rendu donné par Didier Nguessa. Presse écrite ou numérique, radio ou télédiffusion, les médias, à travers leur mission d'informer, éduquer et divertir, participent à consolider la démocratie. Qu'ils soient publics ou privés, leur financement dans l'espace CEDEAO dépend en partie de l'aide publique. Cet appui est au centre de ce colloque pour le développement des médias. Nous attendons déjà de pouvoir avoir un partage d'expérience, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons nous partager et que nous puissions mettre en synergie pour apporter des solutions plus efficaces aux différents besoins, aux différentes préoccupations que les médias vont exprimer. Mise en place du Fonds de soutien et du développement de la presse, FSDP, le financement public des médias est une réalité en Côte d'Ivoire et c'est le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly, qui en parle le mieux. L'aide apportée au secteur de la presse privée en 10 ans est évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA. Le volume de l'aide publique aux médias ne pourra qu'aller croissant. Et nous avons réussi d'ailleurs à créer une parafiscalité dans la dernière loi de finances qui devrait pouvoir venir donc augmenter l'assiette de cette aide publique. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, a animé la conférence inaugurale dressant le tableau des pro- et anti-financement public des médias et concluant par la promotion d'un journalisme d'intérêt public. Parlons à présent de la décentralisation des services publics. Le centre de gestion intégré a été ouvert dans le Hambol, une bonne nouvelle pour les populations. Désormais, leurs documents de transport pourront être produits sur place. Suivons à Katiola Kader Sogodogo. Des pas de danse exécutés dans les règles de l'art pour traduire une joie, celle de l'ouverture du centre de gestion intégré CGI de Katiola. Permis de conduire et autres documents des véhicules de tout genre seront établis sur place. Nous avons encore le souvenir de ces populations qui, pour se faire établir un titre de transport, devaient se rendre à Abidjan, abandonnant ainsi famille et activités. Grâce à la grande réforme entreprise par le ministère des Transports, cette situation ne révèle plus que du passé. Désormais, dans la région du Hambol,
Le dispositif de délivrance de titres de transport est proche des usagers. Plus d'arguments qui expliquent l'absence de documents réglementaires dans le cadre notamment de l'activité de transport. Autorités administratives et responsables de transport se réjouissent de cette nouvelle page qui s'ouvre pour le handball. Que cette opération s'étende à toutes les régions, à tous les chefs-lieux de département pour que véritablement la question de la gestion des documents administratifs des transporteurs routiers se fasse en toute célérité et surtout en tenant compte du caractère de proximité. Les distances à parcourir pour aller à Boaké, au centre de gestion intégré, pour établir le permis de conduire, pour faire les visites médicales, franchement, c'est un calvaire. C'est le reflet d'un cheminement progressif mais certain de la région du handball vers la complétude d'une représentativité des services publics. Le centre de gestion intégré de Katiola démarre ses activités dès à présent. Il est le 31e du pays. Prochaine étape, certainement le Bunkani, où le besoin est aussi réel. Suivons à présent l'évolution du coronavirus dans notre pays et dans le monde, et également les actions de soutien à la lutte dans notre pays. Le PNUD apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Le programme des Nations Unies pour le développement vient d'offrir 300 tablettes numériques au Conseil national de sécurité. Pour en savoir davantage, suivant cet élément de Godefroy Okambawa. Ce don vise à renforcer le dispositif de collecte des données et gérer au mieux les files d'attente au niveau des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il faut donc redoubler d'efforts pour accélérer la vaccination, ce qui impose de doter les centres de vaccination de moyens adéquats pour collecter et gérer efficacement les données des personnes vaccinées. Deuxièmement, assurer un suivi efficient des doses de rappel des primo-vaccinés et des manifestations post-vaccinales indésirables. Et enfin, raccourcir les délais de délivrance du pass sanitaire que certains vaccinés sont encore en attente d'en disposer. Recevant ces 300 tablettes offertes par le PNUD, le Conseil national de sécurité améliore ainsi la mise en œuvre du plan de riposte contre cette pandémie. Au vu des fraudes sur les attestations des tests PCR et des carnets de vaccination, le Conseil national de sécurité a décidé de l'adoption à compter du lundi 20 septembre 2021 du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs. La mise en œuvre de cette décision a nécessité la conception d'une plateforme informatique permettant de numériser tout le processus, chose qui demande bien évidemment l'utilisation d'outils de collecte de données. Ces tablettes de dernière génération sont réceptionnées par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La tutelle s'engage à améliorer la célérité des enregistrements des patients. Le matériel que vous venez d'offrir va renforcer donc le pack logistique que vous nous avez permis d'acquérir avec l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent et le gouvernement. Et ce matériel donc, est un précieux outil qui nous permettra d'accélérer et renforcer donc, la digitalisation et la vaccination. Le coût de ce don est estimé à plus de 43 millions de francs CFA. À ce jour, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 60 000 cas de malades et 704 décès liés à la Covid-19. Et face au virus, la vigilance reste de mise. Le virus est toujours en mutation et le chef de l'ONU se dit très préoccupé par l'isolement de l'Afrique australe, visé par des mesures de restriction de voyage en réaction au nouveau variant Omicron. Selon Antonio Guterres, le peuple africain ne peut pas être tenu responsable du niveau immoralement bas des vaccins disponibles en Afrique et ne devrait pas être pénalisé pour avoir identifié et partager des informations scientifiques et sanitaires essentielles avec le monde. Revenons à l'actualité en Côte d'Ivoire, à Bouna, après les violences intercommunautaires qui ont secoué cette localité. Le ministre de la Justice appelle les populations à l'apaisement. Suivons son intervention dans cette localité avec Herman Yamia.
En mars 2016, un conflit entre éleveurs et agriculteurs à Bouna s'est mué en conflit communautaire, faisant de nombreux morts et des blessés, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Après des médiations, les différentes communautés avaient pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre. Et voilà que depuis la semaine dernière, les vieux démons de la division ont refait surface. Une affaire de braquage qui a fait un mort s'est encore transformée en conflit communautaire entre Lobby et Peul, faisant encore des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, lui-même fils de la région de Bunkani, informé, est venu s'imprégner de la situation et aussi pour appeler les populations à la retenue et à l'apaisement. Il y a eu 2016 où il y a eu de nombreux morts. On ne veut plus que cela se répète à Bouna. Et c'est ce message-là que je suis venu délivrer donc aux populations. Demander à la communauté Lobby de ne pas se rendre justice en cas de dommage et demander à la communauté Peul de vraiment s'approcher des autres communautés avec qui elle est amenée à vivre et surtout d'éviter qu'on en arrive à la situation qu'on a commencé à connaître. Les communautés Lobby et Peul qu'il a rencontrées séparément ont encore pris l'engagement de mettre fin au conflit. Monsieur le ministre, croyez-nous, nous sommes et demeurons une communauté éprise de paix et très sociable, engagée pour la cohésion et le vivre ensemble. Nous continuons notre campagne vis-à-vis des nôtres et sommes prêts à participer à toute activité commune pour la paix et la cohésion sociale. Nous, on remercie quelqu'un qui a déplacé Abidjan à cause de nous. On les remercie beaucoup. Et on n'a qu'à trouver une solution ensemble. Comment on fait pour vivre ensemble? Nous avons la justice qui est là, qui fait son travail. Et nous avons les chefs communautaires qui peuvent aussi intervenir pour le règlement des conflits de façon traditionnelle. Nous, les élus, nous sommes là pour faciliter un peu toutes ces activités-là. Que les populations n'hésitent donc pas à nous contacter pour nous permettre de jouer notre rôle. À l'issue des différentes rencontres, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a instruit les autorités administratives et politiques de Bouna à poursuivre les échanges avec les différentes communautés pour éviter d'autres affrontements. À son arrivée à Bouna, Sansan Kambile s'est d'abord rendu chez le roi du Bunkani, Sa Majesté Niguel Bliman, afin de lui présenter sa civilité. Sportive en football, Lionel Messi a décroché pour la 7e fois le Ballon d'Or France Football ce 29 novembre 2021 à Paris, soit 2 ans après avoir reçu cette prestigieuse distinction individuelle sous les couleurs du FC Barcelone. Notons que c'est la plus prestigieuse distinction individuelle remise à un footballeur. Lionel Messi est notamment récompensé pour avoir remporté la Copa América avec l'équipe d'Argentine. L'attaquant de 34 ans, qui a quitté en août dernier le FC Barcelone, devient ainsi le premier joueur du Paris Saint-Germain à être sacré. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1.